Électrochoc, le podcast des électrons libres. « 1930-1980, comment la voiture électrique a survécu grâce à la guerre et au fun. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période fascinante, une sorte de traversée du désert pour la voiture électrique, mais une traversée pleine de surprises. Exactement, Max. On pourrait croire qu'après l'âge d'or des débuts, l'électrique a complètement disparu face au rouleau compresseur du moteur thermique. Mais en réalité, elle n'a jamais vraiment cessé d'exister. Elle s'est juste faite plus discrète, plus spécialisée. C'est ça. Quand le grand constructeur américain Detroit Electric arrête sa production en 1939, on se dit que c'est la fin. Mais l'idée de la propulsion électrique, elle, est bien vivante. Il suffit de regarder les trains, les trams, les trolleybus, l'électricité est partout, sauf sous le capot de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et pourtant, elle trouve des niches très spécifiques où elle est même meilleure que le thermique. Je pense par exemple aux fourgonnettes de livraison de lait en Angleterre, dès la fin des années 30. Silencieuses, sans vibration, parfait pour ne pas réveiller tout le quartier à l'aube. Et pour ne pas faire cailler le lait avec les secousses. Et dans un tout autre registre, il y a les voiturettes de golf. Le fun, le loisir, l'électrique devient synonyme de déplacement calme et pratique sur courte distance. C'est un peu la même logique qu'à Zermatt, en Suisse, cette station de ski où quasiment tous les véhicules sont électriques depuis les années 70. C'est vrai, mais avant ça, il y a eu un événement majeur qui a redonné un coup de projecteur inattendu sur la voiture électrique, la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, l'occupation en France, pénurie d'essence, rationnement sévère, il fallait bien trouver des solutions pour continuer à se déplacer. Et là, à côté des fameux gazogènes qui brûlaient du bois, la fée électricité fait son grand retour. Et on voit apparaître des modèles incroyables. Le plus connu est sans doute le VLV de Peugeot, pour véhicule léger de ville. Une toute petite voiture de 350 kg, dont la moitié rien que pour les batteries. Elle a quand même été produite près de 400 exemplaires, notamment pour les services postaux. Il y avait aussi des créations plus artisanales, mais tout aussi ingénieuses. La licorne Milde Krieger, qui était une voiture thermique convertie et qui a servi de taxi à Paris. Ou encore la Breguet type A2, conçue par un fabricant d'avions, avec un design très aérodynamique pour optimiser l'autonomie. Et comment ne pas citer l'œuf électrique de Paul Arzen, un prototype unique au design complètement fou qui semble encore futuriste aujourd'hui. C'était une période de décroissance forcée qui a forcé l'innovation. Absolument. Mais après la guerre, l'essence coule à nouveau à flot et c'est le retour à la case départ. L'heure est à la liberté, à la vitesse, aux grandes voitures, et la technologie des batteries, toujours basée sur le plomb acide, n'a pas vraiment évolué. L'électrique est de nouveau mise de côté. Mais pas par tout le monde. Aux États-Unis, en pleine folie des grosses voitures surpuissantes, des originaux tentent de proposer des alternatives. C'est l'émergence des véhicules de voisinage. Et on a eu un exemple assez cocasse avec la Eni Kilowatt. L'idée était de prendre une voiture européenne, légère et pas chère, pour la convertir. Et leur choix s'est porté sur une Renault Dauphine. Une Dauphine américaine, c'est génial. Malheureusement, le résultat était décevant. À peine 60 km/h et 60 km d'autonomie pour un prix 2 fois plus élevé que le modèle essence. Ça n'a pas été un grand succès commercial, seulement 47 exemplaires vendus. Mais l'idée de la conversion était lancée. Et ça va devenir la grande tendance des années 60 jusqu'aux années 2000. On prend une voiture de série, on enlève le moteur thermique et on met un moteur électrique et des batteries à la place. EDF l'a fait avec des R5, BMW avec sa 1602 pour les JO de Munich, Volkswagen avec une Golf. Et certaines ont même connu un succès relatif, la Fiat Panda Electra et surtout le duo Peugeot 106 et Citroën Saxon électrique. Elles se sont vendues plus de 5500 exemplaires, un record pour l'époque. Elles utilisaient des batteries nickel-cadmium, un peu mieux que le plomb, surtout en termes de durée de vie. Et puis, il y a eu une autre vague d'innovation, poussée par les premiers chocs pétroliers et la prise de conscience de la pollution dans les années 70. On a vu fleurir plein de petites voitures électriques urbaines, souvent avec des designs, disons, très 70s. Très 70s, la Zagato Zell en Italie ou la championne toute catégorie, la City Car américaine. Une sorte de triangle sur roue qui a quand même séduit plus de 4400 clients. C'était petit, pas très rapide, mais ça répondait à un besoin de mobilité urbaine simple et clean. On a même vu les prémices de l'autopartage électrique, comme le projet Witcar à Amsterdam, qui a fonctionné pendant plus de 10 ans.
L'idée était déjà là, même si la technologie, notamment les temps de recharge, posait encore problème. C'est fascinant de voir que toutes ces idées, l'autopartage, les petites citadines, la conversion, ne datent pas d'hier. On a l'impression que cette période a été un immense laboratoire à ciel ouvert. On a tout essayé, des tricycles comme le Sinclair C5 au concept ultra avancé utilisant déjà des batteries au lithium comme l'Amitron de AMC en 1967. Exactement. Cette traversée du désert n'en était pas vraiment une. C'était une période d'expérimentation, de niche, de passionnés et de visionnaires qui ont maintenu la flamme de l'électrique allumée. Ils ont exploré toutes les pistes, connu des échecs, mais ils ont surtout préparé le terrain. Et ils ont prouvé que la voiture électrique avait toujours une carte à jouer, que ce soit par nécessité en temps de guerre ou pour le plaisir et la praticité en ville. C'est tout ce foisonnement d'idées qui va permettre la révolution suivante. Une révolution qui se préparait déjà, notamment de l'autre côté du Pacifique. Mais ça, c'est une autre histoire. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.